la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nous sommes en Pologne, mais pas n'importe où. Nous sommes devant le camp de concentration d'Auschwitz, là où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la folie d'un seul homme, Adolf Hitler. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Ginette Kolinka, survivante de ce camp d'extermination, qui a accepté de nous raconter son histoire. Vous êtes prêts? C'est parti. Dame Ginette, Dave. je vous fais la bise, vous allez bien? Mais oui, surtout que maintenant que je viens d'embrasser un beau garçon. Vous me flattez, vous me flattez. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots et on développera par la suite? Je suis une jeune femme de 93 ans, largement dépassée. J'ai toujours eu de la chance, sauf une mauvaise période naturellement, où là, Hitler m'a fait largement souffrir, mais j'ai eu la chance de m'en sortir. Ça n'a pas été le cas des personnes de ma famille. Vous, Ginette, qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Déjà, c'est de naître juive. Et malheureusement, à 19 ans, ça m'a coûté très cher. Ça a coûté très cher à tous les gens qui faisaient partie du même groupe, c'est-à-dire aux juifs. Jusqu'en 1942, il n'y a pas eu de problème. On a souffert de tous les interdits, mais on était encore là. Malheureusement, en 1942, après avoir quitté Paris parce que nous étions dénoncés, un monsieur de la préfecture est venu nous prévenir que nous étions repérés et qu'on avait intérêt à quitter Paris. À l'époque, j'avais 14-15 ans, donc on s'est retrouvés en 1942 à Avignon. Et à Avignon, on y a fait notre trou. Puis là, on a été dénoncés et ça a été la déportation. Qui vous a dénoncé? Vous connaissez des gens courageux qui disent moi je... Mais non, Ouais. les gens qui dénoncent, c'est toujours anonyme. Est-ce que vous portiez l'étoile jaune? En zone libre, on ne portait pas l'étoile. En zone libre, il fallait aller se faire recenser. On ne l'a pas fait, mais je l'ai porté en zone occupée. 41, 42, je l'ai porté. Ça ne me gênait pas du tout, sauf naturellement que tous les interdits, puisqu'on avait l'étoile qui montrait qu'on était juif, et bien on ne pouvait pas aller n'importe où. Vous aviez quoi comme interdit par exemple? Oh bah, si vous je citez tous les interdits, pour moi le plus important, j'avais pas le droit de faire de sport. Ici, les terrains de sport, c'était terminé. On n'avait pas le droit d'aller dans les cinémas, pas le droit d'aller dans les dancing. Dans le métro, c'était la dernière rame du métro. On n'avait pas le droit d'aller ailleurs. Le train, on ne pouvait plus voyager. Et le pire, on n'avait plus le droit de travailler. Mon père, qui avait un petit atelier, n'avait plus le droit de le tenir. Mes sœurs, qui faisaient les marchés, n'avaient plus le droit de le faire. Pas le droit d'être en contact avec les non-juifs. Les non-juifs, on les appelait des ariens. Donc on vous a dénoncé, et maintenant ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on est parti. On n'a pas fui de la minute à l'autre. On a eu le temps de préparer le départ, c'est-à-dire si vous vouliez aller en zone libre, ça veut dire frontière, ça veut dire qu'il faut des papiers d'identité, ça veut dire qu'il y a des contrôles. Nos papiers d'identité, il y avait un gros tampon juif, donc il faut des faux papiers. Ce sont des amis, très gentiment, nous ont prêté leur nom et la vie a repris en zone libre. Jusqu'en 1942, où là, quelqu'un nous a dénoncé. Et une fois qu'on vous a dénoncé, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben on s'est fait arrêter. Donc il y a des gens qui sont venus chez vous? Ben exactement. La Gestapo a arrêté toutes les personnes qui se trouvaient là. Il y avait mon père, il y avait mon petit frère qui avait 12 ans et demi, il y avait mon neveu qui avait 14 ans et demi. Eux étaient déjà là sur place. Et moi, je suis arrivé pour déjeuner. Et ben je suis tombé sur la Gestapo qui était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On s'est fait arrêter comme juifs. Moi, quand on a été arrêté par la Gestapo, j'ai dit mais non, on n'est pas juif. Mon père avait acheté un certificat comme quoi nous étions orthodoxes. Mais ça n'a pas marché. Chez les juifs, quand il y a un enfant du sexe masculin qui vient au monde, on pratique la circoncision. La Gestapo est au courant. Ils ont fait déculotter mon père, mon frère et mon neveu. Alors que nous étions 3 femmes et sur les femmes, il n'y a aucune preuve. Mais là, oui. Donc la Gestapo remarque que des membres de votre famille sont circoncis. Voilà. Et là, ils vous emmènent quelque part. Ils nous emmènent en quelque part. Ils nous emmènent en prison. Ils ne venaient pas pour nous rendre visite. On est dénoncé. On nous dit qu'on est juif. Ils ont la preuve sous le nez. C'est pas une preuve d'ailleurs. Parce que si vous, en tant que jeune homme, vous aviez eu un problème d'infection sur votre verge, eh bien, on vous opérait aussi
Drancy et vous passiez pour Pour un juif, un ouais. juif. À Paris, il y a un autobus qui nous attendait pour nous emmener à Drancy. Et qu'est-ce qui se passe à Drancy alors? À Drancy, c'était un camp de concentration. Il y a quand même une certaine liberté. On était enfermés, mais on faisait ce qu'on voulait. Il y avait un couvre-feu. La nuit, les hommes étaient à part et les femmes à part. Mais par contre, dans la journée, tout le monde se promenait dans la cour. On y reste une dizaine de jours. Et en avril 44, c'est le départ. On sait qu'on allait dans un camp de travail. C'était ça qui circulait. Quand vous êtes jeune, costaud, ça vous fait pas peur. Vous voyez Comme ça que vous imaginez. comment j'imaginais. Aucun juif qui a été arrêté pensait qu'on allait subir ce qu'on allait nous faire supporter. Comment voulez-vous croire qu'on va tuer, qu'on va assassiner des bébés, des enfants, des vieillards, des adultes qui n'ont rien fait? C'était pas possible. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir des gens qui vont jeter des enfants, des bébés qui ne leur ont rien fait du tout et qu'on va les assassiner? N'importe quel être intelligent peut penser ça. Impensable. Même quand on en parle, les gens ne croient pas. Et même nous, quand on en parle, nous qui avons souffert de ça, on n'arrive pas à croire que des êtres humains ont pu préparer à l'avance. C'est terrible. Ils ont monté cette tuerie, cet assassinat avant même d'avoir arrêté quelqu'un. Donc c'est le départ. C'est le départ pour où alors? Et vous savez, vous croyez qu'on vous a dit, vous allez voyager? Non, on nous a embarqués, on est arrivé dans une gare, c'était Bobigny, il y avait un train qui était là, naïve, je vois un train de marchandises, je pense que ce train-là va partir, et puis il va y avoir un train de voyageurs. Avec des sièges. Et ben c'est ce qu'on pensait aussi. Ben non, c'était pour nous. Et ils nous ont mis par groupe. Moi j'étais contente parce que dans mon groupe il y avait ma petite famille, parce qu'on aurait pu être séparés aussi. Et dans ce wagon, on a eu un mal fou à s'installer. Et une fois qu'on a été installé, et ben on s'est demandé comment on allait pouvoir bouger s'il fallait qu'on bouge. Et bien notre transport, il y avait 1500 personnes. Il y avait 800 femmes, 700 hommes. Eh, il faut me suivre. Hein, Ah, je vous suis. Je suis attentif. Dans ce wagon, donc vous savez pas où vous allez? Mais non, ils nous ont jamais dit où on allait. Ils nous considèrent, les nazis, pas comme des êtres humains. Hitler leur a tellement baratiné, endoctriné. Pour eux, on n'est rien. On est de la vermine. La vermine, on n'essaye pas de la protéger. Il n'y a pas de gentillesse. Tout le monde sait que dans les wagons, on a été horriblement mal. On est resté 3 jours, 3 nuits sans se laver, faisant les besoins sous nous. Vous voyez un peu l'odeur qui pouvait régner. On était serrés. À un moment donné, le train s'arrête. Dès qu'on est arrivé sur le quai de la gare, les portes sont déverrouillées. Ça a été un moment exceptionnel. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Un air vif qui est rentré dans le wagon. On était quand même éblouis par les projecteurs. On entendait hurler des hommes. On sautait dans le wagon, nous ont éjectés, Schnell, c'est le premier mot que j'ai appris en allemand, il faut descendre. Du coup, on commençait à pleuvoir. On est sur le quai, j'entends les officiers qui sont sur le quai hurler un commandement. Et je dis, qu'est-ce qu'ils disent? Et j'apprends que les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, ont intérêt à prendre les camions qu'on a préparés pour nous parce que le camp est loin de l'arrivée du train. Moi j'entends ça. Papa Gilbert, prenez le camion. Et ils m'ont écouté. Et je me suis retournée, ils étaient déjà plus là. Même pas un petit bisou pour leur dire au revoir. Mais ça fait rien. Les officiers disaient, vous inquiétez pas, vous allez tous vous retrouver dans le port. Bah, je m'inquiète pas, bah, ils sont gentils les nazis quand même. Hein. Ils veulent pas que les personnes se fatiguent, c'était drôlement gentil. On est sur le quai, comme beaucoup d'ailleurs, on voulait tous marcher, ça va nous faire du bien, on va respirer l'air, et puis en plus, on va se dégourdir les jambes. Ils avaient beau nous dire que le chemin sera dur, on s'en foutait. Maintenant, on est tous mélangés sur le quai, de nouveau les gens, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Donc, nous, on est partis à pied, le chemin était pénible, à travers champs, et on marchait pas assez vite, on nous poussait violemment pour qu'on marche vite, et on arrive à proximité du camp, ben, je vois des cheminées, de la fumée, ah ben voilà l'usine, je vais travailler dans cette usine. Elle dégage une odeur un peu spéciale, mais bon, c'est peut-être qu'ils fabriquent peut-être des produits chimiques, je n'en sais rien. On nous embarque sur un bâtiment qui est sur le côté. Dans ce bâtiment, il y a plusieurs salles, chaque pays a sa salle. On ne sait pas encore ce qui va se passer, l'ordre arrive, déshabillez-vous. Pour moi, ça a été le début de l'enfer. Pour moi, ça a été affreux de me mettre nue devant des femmes que je ne connaissais pas. Et maintenant, je suis devant les femmes qui sont là. L'autre, à côté, attrape mon
mon bras brutalement et me met sur le bras un numéro. Quelquefois, on me demande, est-ce que ça vous a fait mal? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Rien. J'ai rien ressenti. La honte était plus forte que tout. On a été enregistré, ça suffit pas à ces messieurs, ils avaient préparé d'autres humiliations. On va dans une autre petite pièce, rien d'y penser encore, j'ai la honte. On vous enlève les poils du sexe. Est-ce que vous voyez le tableau? Vous êtes assis, tout le monde est là autour de vous et on vous enlève vos cheveux. Pour certaines, elles ont accepté tout si vous voulez, mais ça, on leur enlève leurs cheveux alors qu'elles étaient tellement fières de leur chevelure. Maintenant, ça y est, tout le monde est passé et il y en a qui ont interrogé les personnes qui les ont tatoués. Alors, moi, mon bébé, je l'ai donné à ma mère, ils sont montés sur le camion. Moi, c'est mon père, moi, c'est mon petit frère. Quand est-ce qu'on va les voir? Les officiers nous ont toujours dit, dans le camp, vous vous retrouverez. On est dans le camp. Quand est-ce? Et ces femmes, froidement, elles apprennent à ces femmes qui leur ont posé des questions, les cheminées, la fumée, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Eh bien, ce sont les veaux, ce sont tous ceux qui étaient sur les canons. Jamais on les a crus. Comment voulez-vous croire ça? Il y avait des femmes qui avaient laissé leur mère, leur petit bébé et tout ça. Ils ont assassiné des personnes bien portantes. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à réaliser comment que des êtres humains ont pu, par haine, on leur a inculqué la haine aux nazis. On peut faire ça. C'est impensable. Et je comprends les gens, quand on raconte ça, qui ne croient pas. Ça paraît tellement inhumain. Ben oui, ça paraît impossible, mais c'était pas impossible. On était tellement moches dans les affaires qu'on nous a données. On n'avait plus de cheveux, on ne se reconnaissait pas. On est ridicule. Mais moi, je me rappelle d'une petite jeune fille tellement mignonne, avec ses cheveux bouclés blonds et tout. Quand je l'ai revue après, avec une robe de 3 fois trop grande, on aurait cru mon petit frère. Les chaussures, on n'en parle pas. Bonne femme, elle nous jetait les chaussures, un talon plat, un talon haut, de pied gauche. Et alors après, il y a quelque chose qui a été pensé par les nazis et vous vous demandez, mais où est-ce qu'ils ont été chercher une idée pareille? Jusque-là, vous voyez, j'ai jamais parlé de toilettes, de water. Hein. Maintenant, on nous parle de water. Ah ben, on est content, ça va faire du bien. Nous, on pense qu'on va aller dans les toilettes, on ferme la porte, on met le crochet, mais non, il faut nous humilier. Quand je suis arrivée dans cette parade, il y avait des femmes assises, côte à côte, dos à dos, les fesses à l'air, un socle, en train de faire leurs besoins. Vous voyez le tableau? Imaginez déjà l'odeur. Nous, on croit que c'est la terre battue, c'est les excréments mélangés avec les urines. On ne va pas aux toilettes quand on en a envie, on y va quand on vous y amène. Vous vous retenez, et quand on vous y amène, si vous avez un trou tout de suite, tant mieux, vous commencez. Mais l'autre qui est derrière vous, elle a besoin aussi. Et puis vous venez de vous asseoir, vous avez commencé, elle vous tire et elle va prendre votre place, mais elle a déjà commencé. Vous n'avez pas fini, vous avez des excréments sur le sol, vous en avez par terre. Au début, je crois que j'ai même pas réussi à me soulager. Mais on aurait voulu rester des heures entières dans cet endroit dégoûtant. C'était le seul moment où on pouvait être assis. Et c'est là qu'on pouvait bavarder. On n'avait jamais le droit de parler entre nous. C'est là qu'on apprenait les nouvelles. Ça s'appelait Radio Chute. Donc, qu'est-ce que vous faisiez dans ces camps alors? Ah, mais on prenait le thé et puis les petits gâteaux secs. C'est ce qu'on faisait le camp. On était là pour mourir. Ils ont tué, assassiné ceux qui ne pouvaient pas leur rendre service. Et ceux qui sont capables de travailler, on va les faire travailler jusqu'à ce qu'eux aussi soient morts. Dès que vous aviez atteint une apparence où vous ne pouviez plus travailler, on vous assassinait. On nous faisait travailler très 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 dur et avec une minimum de nourriture. Et il y en a qui n'ont pas pu tenir le choc. Dans ce camp, qui était un camp d'extermination, la mort était toujours sur nos têtes. On avait toujours peur. Le dimanche après-midi, normalement, on aurait dû se reposer. Jamais, jamais on se reposait. Il y avait des contrôles. Il y avait des femmes habillées, ça ne se voyait pas. Et quand on était nus, c'est là qu'on voyait qu'il y avait des squelettes vivants. Le squelette avec la peau. Qu'est-ce que vous mangez dans les camps? Du caviar et de la langouste tous les jours, je peux vous dire qu'on en a marre après. Quand je dis ça, les gamins disent ça. Le matin, une espèce de tisane qu'on appelait café. Le matin, le réveil était à 3h30 du matin.
Donc après, on nous emmenait au travail. Un commando, c'est un groupe de travail. Il y avait des commandos plus ou moins durs. Il y en a qui avaient de la chance d'avoir un commando où elles pouvaient organiser quelque chose. Organiser, ça veut dire voler. On ne dit pas ce mot-là dans le camp, on dit organiser. J'avais des amis qui travaillaient aux pommes de terre. Les pommes de terre, ça se mange et ça peut s'organiser. Elles monnayaient ou elles échangeaient. Alors la nourriture, c'était quoi? Une tranche de pain. Vous voyez un pain de mie? Eh bien, un cinquième de ce pain de mie. Voilà, une grosse tranche de pain. Et sur cette tranche de pain, vous aviez un petit morceau de margarine. Ça, c'était le repas tous les jours, ce repas. C'est tout. C'était ça le repas solide. Combien de kilos tu pesais là-bas? Non, là-bas, je ne me suis jamais pesé. Et en arrivant? Quand je suis arrivé, je pesais à peine 25 kilos. Est-ce que tu as déjà essayé de t'échapper des camps? C'est une question que tout le monde nous pose. Tout le monde devrait aller faire un tour à Birkenau-Auschwitz. Et vous verriez qu'il était impossible, entouré de barbelés électrifiés, que ces barbelés sont entrecoupés tous les 10 mètres par des miradors où vous avez des soldats, mitraillettes, on ne pouvait pas s'échapper. Et qui vous a libéré alors? Je suis arrivé dans un camp qui était déjà libéré. Et c'est les Russes qui avaient libéré le camp. Quand on est arrivé dans ce camp, étonné de ne pas être battu, étonné de ne pas être injurié, au contraire, les gens nous regardent alors que jamais on me regardait, les yeux larmoyants, et je me retrouve dans une salle avec des lits, vous vous rendez compte, des draps dans un lit, mais je ne savais pas qu'on m'avait emmené à l'hôpital. Je me rappelle de rien du tout. Une fois que vous êtes arrivé en France, qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de juin, je suis rapatriée. C'est à Lyon que je me suis arrêtée. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil. Pour moi, tout le monde a été arrêté. Je ne pense pas qu'il y a des survivants. J'ai jamais vu mes sœurs dans le camp. Ma mère, elle aurait été assassinée tout de suite. Dans le camp, c'était tellement grand que vous pouviez avoir votre famille dans un coin sans savoir qu'ils étaient là. Donc, quand on me demande à Lyon de prévenir ma famille, mais je ne peux pas, je n'ai pas de famille, je ne sais pas où aller. Une dame s'approche, elle s'arrête et elle me regarde, mais t'es une fille Charkaski, toi? Oui, je me rappelais encore de mon nom de famille. Elle m'apprend que ma mère et mes sœurs sont vivantes. Elles n'ont pas été déportées. Je suis donc dans le train qui ramène les déportés à Paris. J'arrive à Paris. Moi, je veux aller directement chez moi. Non, il faut passer par l'hôtel Lutetia pour contrôler l'identité de ceux qui revenaient. Ils avaient organisé des autobus qui emmenaient les déportés dans les quartiers où ils voulaient aller. Ils me laissent au coin de ma rue. J'arrive dans l'immeuble, je tombe sur la concierge. Elle me regarde et dit « Ah, Gilbert !» Mon petit frère aurait eu 13 ans et demi, j'aurais aimé qu'il soit là aussi. Ouais. On arrive, c'est ma mère qui me reçoit, on est dans les bras l'une de l'autre. Ma mère me dit, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Je suis très, on ne peut pas t'en donner. Et on les a tués, on les a gazés, on a brûlé leur corps, pauvre femme. Elle a pris ça comme ça, sans ménagement. Mais c'est normal, mais j'ai tellement vu d'horreur, j'ai plus de sentiments, moi. Eh ben, je lui rends service. Elle va pas attendre quelqu'un qui ne reviendra jamais. Quelle est votre conclusion un peu à tout ça alors? Mais la conclusion, c'est ce que je dis dans toutes les écoles, dans tous les établissements où je vais. Voilà où mène la haine. Vous vous rendez compte que par haine, des êtres humains se sont conduits de cette façon. Et c'est pour ça que je prêche la tolérance. On a beau être juif, musulman, catholique, chrétien, chinois, n'importe quoi, on n'est que des êtres humains. On n'est pas tous parfaits, mais on doit s'accepter. Je fais la bise. Merci beaucoup. À très bon témoignage. 1, 2, 3. Boum boum.